Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Mieux vaut se taire et passer pour un fou que parler et lever tous les doutes. Le vrai silence est le reste de l'esprit, c'est au bruit ce que le repos est à la fatigue. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Nombre de fois vous avez dû entendre ces citations, et pourtant vous êtes venus ici assister au plus grand concours d'éloquence de Suisse romande. Nombre de fois elles vous ont été répétées, à tort et à travers. Pourtant, vous êtes venus écouter nos si valeureux candidats. Nombre de fois, elles ont été lancées au visage de malheureux qui ne faisaient que s'exprimer. Et peut-être ces citations ne vous importent pas, mais combien sont absents ce soir ? Lorsque nous œuvrions à promouvoir cette soirée, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui refusèrent le principe même de l'art oratoire, disant ne pas être assez compétentes pour oser l'oralité, ou bien ne pas être suffisamment légitimes pour avoir leur mot à dire, ou bien à entendre. Vous qui êtes assis ici ce soir, avez-vous jamais remis en question ces citations? Vous êtes déjà, vous, insurgés de ce qu'on prône toujours, le silence comme supérieur à la parole, tandis que des légions innombrables se soulèvent aux voix de certains et que les cœurs s'exaucent or que les phrases justes les trouvent. Nous suivons tous celui qui parle bien. N'y aurait-il donc que l'éloquent qui ait droit de s'exprimer? Mesdames et messieurs, chers jurys, chers candidats, pour ouvrir cette soirée, laissez-moi clamer que j'entre en guerre totale contre le silence. Ce soir, je veux rejeter cette hiérarchie et vous prouver que le silence est un faux ami, une idole noire qui n'est qu'un vestige de la peur, qui retarde le progrès de l'homme et qui ne sème rien d'autre que la haine et les regrets. Pour briser le silence, il me faut le confronter pleinement et donc, tout d'abord, en défaire son origine avant toute chose. L'homme a toujours eu pour ennemi mortel la peur. Et comme disait Lovecraft, la peur est la plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité. Et il ajoutait, le plus vieil et le plus fort type de peur demeure la peur de l'inconnu, la peur de ce qui se cache dans les ténèbres plus que les ténèbres eux-mêmes. Et Nietzsche pourrait ajouter, si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Le silence n'est pas seulement le symptôme de cette peur, il en est le sanctuaire et le refuge. Puisque le mal ne se fait jamais à visage découvert, il change de forme à travers les âges, et ce silence adulé, jamais remis en cause, en est sa manifestation actuelle. Le silence est le fils de la peur. Et lorsqu'au devant d'un terrible traumatisme, de ces phénomènes totalement incompréhensibles qui dépassent la condition humaine, lorsque l'horreur semble couler à rebours des murs et engloutir la pièce, lorsqu'au détour des champs de vie passés, on sent la sienne propre trembler, en somme, lorsque la terreur s'abat sur l'homme, il n'a que deux réflexes, le cri ou le silence, hurler ou se taire. Ces réflexes archaïques, grégaires, venus d'instincts d'une époque révolue, venus comme pour nous démontrer que la parole a ceci de supérieur, car lorsqu'elle nous manque pour exprimer notre détresse, appeler à l'aide ou s'en remettre à l'autre, nous sombrons dans la solitude, seuls dans une boîte noire insonorisée sans vitre, et nous mourrons à petit feu sous le joug du dieu de la peur et de la faim. Et il se peut que nous crions, il se le peut, mais le silence ne se fait pas toujours dans le silence. Il y a des silences bruyants, des silences lourds, il y a des silences douloureux, des silences qui pèsent comme des aveux, des silences qui en disent long, et il y a des silences qui hurlent, car le silence, ce n'est pas ne pas parler. Le silence, c'est ne rien dire, car le silence, ce n'est pas l'absence de mots. Le silence, c'est l'âme qui s'étouffe. Il est le fils de la peur, et en lui-même tout aussi mauvais, parce que le silence retarde toujours le progrès. Et le progrès, en étant ce qui précède l'intelligence et la créativité, nécessite le débat ouvert, la critique, l'échange d'idées et, si vous y croyez, les concours d'éloquence. Si les individus restent silencieux sur les problèmes du monde ou les erreurs commises, il n'y a pas le stimulus suffisant pour le changement ou l'amélioration. D'aucuns me diront, il ne faut rien dire qui soit faux. Mais comment pouvez-vous connaître votre erreur si on ne le vous dit pas? Et ils diront,
Il vous faut chercher avant de parler. Mais faudrait-il que l'on connaisse tout le savoir du monde avant de prononcer un mot? Et ils diront, la parole ne doit jamais servir à autre chose qu'à la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Je vous le demande, mesdames et messieurs, quelle vérité est la vérité? Celle des livres que jadis on censurait? Celle de la science qui chaque jour progresse? Celle du bourreau? Celle de la victime? Celle que tous partagent sans la comprendre? Ou celle du seul niché dans sa tour d'ivoire? L'oasis ne fait pas sortir du désert et le sable se déplace chaque nuit. Si on conditionne la parole à la vérité, alors on impose le silence. Et si on impose le silence, on étrangle la science et les arts. Comme on assénait aux scientifiques des axiomes irréfutables, on faisait taire à vie Galilée et on marginalisait Darwin et Kepler ou Copernic. Ils prônaient le mensonge, car leur vérité n'avait pas encore été acceptée. Et comme on censurait les arts, on réduisait au silence Proust et Baudelaire, Manet et Titien, alors que tout artiste sait qu'il ne crée jamais qu'à travers le mensonge. La nuit étoilée de Van Gogh n'existait pas le jour où il l'a peinte, et depuis, elle existe. Et d'autre part, il y a ce grand mythe de l'apport. Peut-être pensez-vous que votre voix n'apporte rien, n'ajoute rien à cette marche indéfectible de l'histoire, et je vous plains que vous ayez succombé à ce mensonge répété, génération après génération, ce mensonge qui veut que tout était inventé, tout ait été découvert. Des poètes dédient des centaines de pages à l'étude d'objets misérables qu'ils rendent alors glorieux, et votre esprit, à chacun de vous tous ici ce soir, pourrait s'arrêter des heures et des heures sur chaque détail, en retourner les aspects et les traduire aux autres dans une infinité de tons et de registres, mais on ne vous en donne pas le temps. Mieux encore, votre esprit, ce tumultueux capharnaüm des idées, en perpétuel mouvement, changeant chaque année, chaque mois, du fait de ces nouvelles expériences, de ces innovations, de ces révolutions, ou de votre personnelle propension à essayer ce qui vous était toujours resté comme un mystère. Votre esprit regorge de montagnes et de montagnes de richesses, des plaines de pièces d'or à perte de vue, un trésor qu'un dragon ne pourrait jamais recouvrir entièrement, et pourtant, le dragon du silence les recouvre, parce que vous avez succombé à ce mensonge qui veut que vous n'ayez rien à dire. Mais peut-être n'avez-vous que faire de la peur, grand bien vous fasse, vous n'avez que faire de l'art et des sciences. Après tout, qu'importe, en fin de compte, qu'apporte le silence? Il est le fils de la peur, il travaille activement à retarder le progrès, mais qui sont ses enfants? Qu'apporte-t-il en ce monde? Une parole, peu importe laquelle, peut toujours être remise en cause ou comprise, si expliquée. Ce n'est pas tant l'insulte qui blesse, c'est ce qui n'est pas dit, car c'est le silence qui crée la haine et le ressentiment et les regrets. C'est le silence qui pousse à la mort, à la guerre, à la famine. C'est le silence de la connaissance conservée pour soi, le silence d'un amour jamais avoué, le silence d'un affront jamais lavé, le silence des rêves jamais poursuivis, le silence des adieux jamais dits. C'est le silence qui nous nuit, et ses enfants sont la haine et le regret. La haine qui naît de ces fleurs qu'on a cessé d'entretenir et sont prises d'assaut par les ronces, ces situations inexpliquées, ces non-dits, ces suppositions, qui, si elles avaient pu recevoir, comme la rose l'eau des paroles, n'auraient jamais mené à l'inexorable. Et les regrets, ces spectres décharnés qui viendront vous chercher au fil de votre vie, au chevet de votre lit de mort, parce que vous avez succombé au mensonge et à la peur de ne pas dire ce que vous vouliez dire. Le silence n'est pas d'or. Lorsqu'il brille, on distingue bien vite l'éclat du bronze ou de l'airain glissé sous la feuille de métal couleur miel. Ou bien peut-être qu'il l'est, mais alors c'est cet or qui a fait couler tant de sang et tant de haine. Et peut-être même qu'il est l'argent aussi, parce que le silence s'achète bien souvent. Mesdames et messieurs, moi, je veux que l'on parle, je veux que l'on dise bien ou qu'on ose mal parler. Je veux que l'on dise ce qui doit être dit pour nous et pour les autres. Je hais le mutisme et j'abhorre le hurlement de rage. Que les géants du monde gardent leur vérité et qu'on nous rende le mensonge, le beau, le noble mensonge, celui de se croire plus que l'on est pour être mieux que l'on sera.
Je veux qu'il n'y ait pas de limite à ce qu'on pourrait dire, tant que l'on conserve à minima le respect dû à autrui. Les grandes révolutions du peuple se sont toujours faites dans la clameur des discours publics, et les sociétés qui trahissent nos cœurs n'ont jamais eu recours qu'au silence. Le silence pourrit l'humanité au lieu de la grandir, alors je veux que la noblesse de la parole renaisse. Le silence est l'enfant de la peur, le père de la haine, et n'apporte rien d'autre que la ruine de l'art et des sciences. Qu'on emmène le silence à l'échafaud, ou bien qu'on le condamne une bonne fois pour toutes à une froide cellule jusqu'aux fins des temps. Je ne souhaite aucun acquittement, ni pour le petit silence de la moquerie, ni pour le grand des cœurs à jamais déchirés, ni pour le silence respectueux qui n'existe pas, ni pour le silence intellectuel qui rend bien plus audacieux à faire le mal. Et je serais un hypocrite si je ne clamais pas ce que je m'apprête à dire, mais je ne souhaite même pas le silence pour ceux qui en font leur apanage et qui le répandent. Mais eux nous reprocheront le crime de la parole. Et notre crime est-il réellement plus grave que le leur? Que nous disions faux, que nous disions mal, que nous ne réussissions pas à exprimer des sentiments qu'il nous faudrait toute une vie pour comprendre? Est-ce vraiment un crime d'une telle ampleur face à ceux qui propagent la peur, la haine et qui terrassent le progrès? Il n'y a rien qui ne naisse sans la parole, tout meurt avec le silence, et pour ceux qui croient que l'on peut assécher la oratoire, comme disait Caris, j'arrêterai de la ramener quand j'aurai tout dit, et à cela j'ajoute Aragon, c'est une chose bien étrange à la fin que le monde, un jour, j'en m'en irai sans en avoir tout dit. Ce soir, nous célébrons la parole. Cher public, chers jurés, chers candidats, vous vous languissez d'entendre. Gardez à l'esprit que vous assistez à l'accomplissement de 6 vies. Ils sont venus d'ici ou d'ailleurs, toujours de loin, avec sur leurs épaules le poids de leurs défaites, de leurs victoires, avec le bagage d'une vie passée à vos côtés, à nos côtés. Et peut-être les trouviez-vous au détour d'un café, dans les rues d'une cité, et là le brouillard se dissipe, il ne reste qu'une réponse. Vous pouvez être à leur place. Sur scène, lors d'un concours ou dans la vie de tous les jours, l'orateur ne s'attache ni à la naissance ni au paysage qui le vit émerger. Et comme on clame en France, on ne naît pas orateur, on le devient. Mes chers candidats, mes si valeureux orateurs, j'étais à votre place et j'espère l'être à nouveau prochainement. Comme je me languis de vous entendre, peu importe les inexactitudes, les fautes, l'hésitation ou les bégaiements. Célébrez vos erreurs. Ce n'est qu'à travers elles que vous toucherez la perfection. Vous avez gravi jusqu'ici les sommets. Le sommet est atteint, ne se déroule plus qu'à vos yeux la mer de nuages qui admit la contemplation du voyageur. Vous êtes le vestige et le futur de mon art et notre art, de vos voix. Vous avez les compétences, vous avez notre bienveillance. Célébrez avec nous la parole en vous célébrant vous-même. Et enfin, puissiez-vous connaître l'immense joie qu'est la mienne à l'écoute de ces 6 orateurs. Puissiez-vous comprendre la haine que je porte au silence qui en a terrassé plus d'un. Puissiez-vous apprécier les semaines d'efforts que le Club genevois de débat a fournis pour vous offrir cette humble représentation et vous inspirer à plus, à mieux, à vous. Que de la participation de ces 6, que de l'avènement de l'un d'entre eux rejaillisse le goût de la parole et meure enfin le silence. Chers candidats, chers jurys, chers publics, bienvenue à la 6e édition du concours roman d'éloquence. Genève, 19 avril 2024. 6 personnes s'apprêtent à partager avec vous ce qui fait d'eux des femmes et des hommes. Car nous sommes hommes et tenons aux uns aux autres que par la parole, comme le disait Montaigne. Je suis Iba, vice-présidente du Club genevois de débat, et le comité du Club genevois de débat se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue au concours roman d'éloquence, à sa finale. Merci de l'applaudir tout le monde. Au programme, des envolées lyriques, des émotions, des métaphores, des rires, je l'espère, mais surtout beaucoup de plaisir. Ce soir, 3 cantons seront représentés: Genève, Vaud, Fribourg.
Les Neuchâtelois ont sûrement raté leur train ou sont toujours bloqués quelque part, mais ce n'est pas grave. On peut les applaudir parce qu'on les embrasse très fort. Et ce soir, il n'y a pas que les orateurs que vous êtes venus voir. Il y a aussi ce jury d'exception qu'on a passé des semaines, si ce n'est des mois, à trouver, à retrouver, à stalker sur Internet pour les faire venir ici ce soir et juger nos candidats. Tout d'abord, nous avons Maître Nicolas Gürtner. Alors, il est de ces professionnels dont la réputation précède largement la simple présentation. C'est un spécialiste du droit pénal, suisse comme international, et associé à l'étude canonica depuis maintenant une décennie. Fervent amoureux du verbe, il terrasse les berriers dont il fait peur à plus d'un, notamment les Français. Il a beaucoup de concours, il est lauréat de beaucoup de concours depuis des années, je ne les citerai pas maintenant, sinon on ne finira jamais cette soirée, et il a été premier secrétaire du jeune barreau de 2007 à 2019. Mesdames et messieurs, Maître Nicolas Gürtner. Maître, vous qui avez écrit un ouvrage sur la rhétorique, est-ce que vous avez un mot à dire pour nos candidats ce soir ? Dans l'esprit de cette magnifique introduction que vous nous livrez tous les deux, sentez-vous libre, faites-vous plaisir. S'il faut retrancher pour prendre du temps, faites-le et profitez vraiment de cet instant, car une fois passé, il aura disparu. Merci. Et puis nous avons Maître Lorella Bertani. Bien connue des tribunaux genevois, Maître Bertani est engagée dans la défense des victimes des violences sexuelles et conjugales et physiques. Fondatrice de sa propre étude, elle est également présidente de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, juge suppléante au tribunal pénal et a été la première vice-présidente de l'aéroport de Genève. Et dans son temps libre, on s'intéresse à elle dans le livre Paroles d'avocate que je vous recommande d'acheter, qui est impressionnant. Maître Bertani fait partie de celles et ceux qui trouvent dans l'adrénaline et le stress du métier d'avocat une source de motivation quotidienne. Le sentiment de rétablir les victimes dans leurs droits. Merci de l'applaudir. Maître, est-ce que vous avez un mot à dire pour nos candidats ce soir ? Bien, comme la parole est libre, il faut la libérer de plus en plus. Je crois que c'est mon message. Et vraiment, je vous souhaite bonne chance. Toi, 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 comme on dit à l'opéra. Alors, c'est un concours en Suisse romande, donc on a invité un Français. Président de la Fédération francophone de débat, regroupant plus de 50 associations du monde entier, il promeut la pratique de la langue française dans le monde. Hugo Roussel a pour partenaire dans son exercice de président de la Fédération francophone de débat le Conseil constitutionnel, le Sénat, aussi le ministère des Affaires étrangères, si ce ne nommer que certains. Actuellement, il est doctorant en histoire du droit à Panthéon-Assas et enseignant. Merci de l'applaudir, celui qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir nous voir. Vous aussi, est-ce que vous avez un mot à dire pour nos participants ? Oui, chère candidate, chers candidats, tout d'abord, félicitations d'être arrivés jusqu'ici. C'est important déjà que vous soyez salués pour ça. Et ensuite, on vous a dit effectivement de prendre du plaisir. J'aurais aussi le même conseil. Ce soir, vous allez essayer de nous convaincre, vous allez essayer de nous persuader, de nous séduire, de nous instruire peut-être. Mais si vous devez prendre du plaisir, n'oubliez pas de nous en donner aussi à nous. Dans l'intimité de cette salle, si vous restez assez longtemps, il me semble qu'il pourra faire une petite imitation ou deux de certains très grands présidents français. Voilà, je dis ça comme ça, mais... Ensuite, on a Monsieur Mathieu Wiedeber, diplômé de l'Université de Neuchâtel. Bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas les Neuchâtelois, donc on a ramené un jury de Neuchâtel pour faire la représentation. Il se décrit comme un architecte du discours. Il est conseiller en rhétorique et en communication publique et a fondé sa propre boîte qui conseille et donne des cours à des entreprises ou des particuliers. Il a également fondé le tout premier talk show suisse de Story Show. Applaudissez-le.
Est-ce que vous avez un mot à dire à nos candidats? Je crois que nous reconnaissons les brillants orateurs, non pas à la qualité du discours, mais au courage qu'ils ont. Donc aujourd'hui, je vous félicite, chères oratrices, chers orateurs, pour le courage que vous avez. Prendre la parole, c'est prendre sa place. Prendre la parole, c'est exister. Et je crois que la seule chose que nous retiendrons aujourd'hui, c'est le courage que vous avez eu. Prenez du plaisir, amusez-vous, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Et maintenant, place au sujet de la soirée. Nos orateurs devront plaider soit le pour, soit le contre. Une position non tranchée est interdite. Les sujets de ce soir, qui ont été choisis durant des semaines et des mois, encore une fois, par toutes les associations qui organisent ce concours, sont « Il faut être absolument moderne » d'Arthur Rimbaud, « Se faire des amis est une obligation de commerçant, se faire des ennemis une occupation d'aristocrate » d'Henri de Monterland, « Dieu n'a pas écrit la loi sa loi dans le pays des livres, mais dans le cœur des hommes de Rousseau, et la beauté est unique, seule la laideur est multiple de Barbé d'Auvilly. Maintenant, passons aux règles. 8 minutes. C'est le temps qu'aura chacun des orateurs pour plaider sa position. À partir de 7 minutes 30, un membre du comité du Club Genevois de débat fera un signe pour dire aux orateurs qu'il ne reste que 30 secondes. À la suite de ce temps de parole qui est absolu, le jury sera invité à poser 2 questions et non pas une. 2 questions qui porteront soit sur le fond ou la forme et qui auront pour but de déstabiliser nos orateurs. À la suite de ces discours, devra être établi le classement des orateurs par le jury. On les invitera donc à se retirer. Maintenant, c'est là que le public entre en jeu. Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous connaissez l'Eurovision? Oui, je pense. Je ne sais pas si la Suisse participe, mais oui. Si vous connaissez l'Eurovision, vous savez qu'il y a un système de pondération. En gros, le classement du jury sera fait à huis clos. Vous, cher public, vous serez invités, grâce à un QR code, à voter pour votre oratrice ou orateur préféré. Un choix est autorisé uniquement. Il n'est pas possible de voter plusieurs fois ou pour plusieurs orateurs en même temps. La pondération se fait sur 2 tiers, c'est-à-dire qu'en gros, le vote du public compte à 1 tiers sur le classement final et le vote du jury compte à 2 tiers. À la suite, du coup, des 2 classements, nous additionnerons les points que vous voyez ici derrière moi, le nombre de points en fonction de la place de l'orateur sur ce classement ou sur l'autre. On l'additionnera et c'est comme ça qu'on aura un podium. Cette année, comme Neuchâtel a décidé d'être bloqué dans les transports, ce n'est pas grave, on les verra l'année prochaine, je l'espère. On n'a que 2 gagnants, donc un podium de 2 personnes. Est-ce que je suis bien claire? De toute façon, les questions ne sont pas autorisées. Vous pouvez applaudir le système des points. On passe maintenant directement au clou du spectacle. Celles et ceux pourquoi vous êtes venus ce soir. Le premier participant est Ryan Redzer. Inédit au concours roman d'éloquence, aujourd'hui, ça ne sera pas un fribourgeois qui représentera Fribourg, mais un valaisan. C'est lui qui m'a dit de le préciser. Étudiant en français et en anglais, il est en master anticipé pour pouvoir devenir enseignant. Et son truc à lui, c'est la radio, dont il est président à l'Université de Fribourg. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Ryan Redzer. Hop là. La salle est un peu plus grande qu'à Fribourg. Je vais m'efforcer de chauffer tout le monde pour les autres candidats. Être dans le vent est une ambition de feuilles mortes. Et par les temps qui courent, malgré le printemps pointant le bout de son nez, elle se ramasse à la pelle. Arthur, du haut de ses 19 ans, écrit « Il faut être absolument moderne ». Ryan, du haut de ses 24 ans, réprouve. Il faut? Pourquoi? Pourquoi cette abdication de responsabilité? Je veux, je dois. Et si c'est un devoir, envers qui? Ce « il faut », mesdames, messieurs, n'est pas le cri de Rastignac à la conquête de Paris, mais bien un « il faut » de dépit, un « il faut » d'un homme qui a tiré sur son amour, un homme désillusionné qui a effectivement traversé l'enfer. Mais les connotations et les contextes évoluent. Ce moderne me résiste. Selon qui? Selon quel standard? Combien de temps dure la modernité avant qu'elle ne devienne vintage
puis ruine. 1687, pour ceux qui ont suivi leur cours de français, bravo, c'est la querelle des anciens et des modernes. 1873, Rimbaud s'en préoccupe à sa façon. Et que dire d'aujourd'hui? À force de vouloir toujours courir derrière le dernier cri, il n'y a que ça, des bêlements de moutons. Le respect de la vie de nos pères et de nos mères, de leurs parents avant eux, et ainsi de suite. Ce respect est-il vraiment, selon les mots du même poète, une glorification d'innombrables générations idiotes? Ils étaient humains et ils firent ce qu'ils purent avec ce qu'ils avaient. Être blessé, certes, mais ne pas entraîner tout le monde dans sa chute. Arthur aussi était humain, un homme de son temps, avec ses rêves et ses paradoxes. Lui qui fait l'apologie de la modernité rejette en même temps ceux qui ne jurent que par la science. Lui qui est pleinement de son temps se revendique gaulois. Lui qui refuse le culte aveugle de la raison, il faudrait l'écouter comme parole d'évangile? Non, il ne faut pas être entièrement moderne, ni moderne coûte que coûte. Nous faisons tous des choix, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Laissez-moi vous prouver que vous êtes toutes et tous ici au moins un peu traditionnalistes. Partons de là, à force de vouloir briser les règles et le passé, on a Lucio Fontana, avec ses toiles blanches et des coups de cutter. On a des bananes scotchées au mur. Est-ce que c'est la même chose qu'un Van Gogh? Je ne sais pas. Est-ce que c'est là ce que l'on peut faire de mieux? Je ne pense pas. Mais vous me direz que les goûts et les couleurs, ça se discute. Je vous l'accorde pour le moment. Ça ne vous touche pas. Alors, élargissons. L'art, c'est aussi la mode. En 1870, il y avait déjà un rythme industriel, soit, mais il restait encore relativement humain, si l'on compare à aujourd'hui. La mode, sous stéroïdes, des milliers de nouvelles pièces, non pas par mois, non pas par semaine, mais par jour. Shine, Wish, Adidas et j'en passe. On rêvait d'un monde meilleur, mais on revêt du sang et des larmes d'enfants. Vous achetez peut-être seconde main, quand bien même l'art est tout autour de vous. Et le laisser dériver, c'est aussi mettre en danger l'art de vivre. Voulez-vous voir vos femmes et vos filles sur OnlyFans? Pourtant, c'est du cinéma moderne. Voulez-vous voir vos hommes et vos fils perdre toutes leurs économies sur des crypto-monnaies en tête de singe, œuvre digitale? Pourtant, c'est moderne. Vous choisissez peut-être vos fréquentations, et ça ne vous arrivera pas. Aux grands mots, les grands remèdes. Permettez-moi de revenir à la poésie. Laissez-moi toucher votre âme et prendre le contrôle de l'outil même qui vous sert à vous définir. La langue. Célébrons les erreurs, célébrons la modernité, pardonnez-moi. Si j'aurais voulu m'expliquer, genre pour vous faire comprendre en mode clair, je vous aurais démarré direct avec un Kwakubé. Quand Nadine devient Nadjine et que la presse s'enflamme, quand oignon veut s'écrire oignon sans le i et que tout le monde se révolte, on se rend bien compte que la modernité nous semble évidente et même nécessaire lorsque c'est notre modernité, lorsque c'est la modernité qui nous arrange. La modernité, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tous les petits riens qui font notre quotidien. Oui, je veux assumer ma réputation, je veux assumer ma responsabilité et mes décisions. Il n'y a pas d'impératif absolu qui tienne, et je veux me remettre en question, évoluer pour un meilleur futur. Il en va de même pour le passé. Je dois tout d'abord le comprendre avant de vouloir le changer. Les choses qui le sont pour une bonne raison. Ou pas, c'est à nous de le découvrir, ce à quoi je vous enjoins ce soir pour vaincre le silence. Le silence qui tue, c'est cela. Il faut être absolument présent. Ne songeons pas au monde de demain. Demain, grand-mère ne sera plus là. Après-demain, maman suivra. Occupons-nous déjà d'aujourd'hui. Et pour ce faire, il ne faut pas bâtir sur les fondations d'hier. Mais hier était imparfait. Ignorant est celui qui marmonne « c'était mieux avant ». Acceptons ce cadeau et rendons-le plus beau. Les générations précédentes ne sont pas... acceptons ce cadeau et rendons-le plus beau. Les générations précédentes ne sont pas pires ou meilleures que nous, mais elles ne sont plus. Nous sommes des nains, sur des épaules de nains, sur des épaules de nains. Les générations futures, elles, ne sont pas encore. Certes, nous sommes seuls, mais nous sommes ensemble. Plutôt que d'ériger des barrières, pointer du doigt
nos différences, opposer des valeurs qui n'ont pas forcément besoin d'être mises en confrontation. Construisons des ponts, voyons en chaque personne ce qu'il y a de plus précieux. Je veux être absolument humain. Bonsoir jeune homme, nous vous avons écouté avec attention. Vous avez, dans votre diatribe contre la modernité et contre certains éléments qui vous paraissent sans doute vulgaires, donné l'exemple de l'emploi de la locution « si j'aurais », en soulignant implicitement la vulgarité de cet emploi. Seulement, en réalité, la seule formulation qui, dans ce contexte-là, a un sens est précisément « si j'aurais », puisque « j'aurais », c'est le conditionnel et l'emploi du terme « si » indique précisément, induit la survenance même d'une condition dont surviendra ensuite l'événement. Et c'est précisément par caprice esthétique, moderne à une certaine époque, mais toujours illogique à ce jour, que cette règle absurde a été adoptée. Alors, jeune homme, comment défendez-vous cette règle absurde ? Comment définirais-je cette règle absurde ? Est-ce que c'est moi qui... Comment la défenderiez-vous ? Défendre cette règle absurde, dans le sens que voudrais, si j'aurais, peut-être utilisé, c'est cela ? Ou si je vous ai bien compris. La règle qui impose l'emploi de « si j'avais » est une règle absurde. Alors comment la défendez-vous ? Exactement, eh bien je ne la défends pas, je la réprouve même en quelque sorte, car j'étudie la linguistique à l'université et lorsque l'on adopte le point de vue de linguiste, ce n'est plus un point de vue normatif, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, comme on le voit avec l'Académie française. Et la langue n'a fait que d'évoluer. Si on reprend le français, il a commencé quand ? Quelqu'un sait ici ça ? Non. C'était en 1900, on n'arrive même pas à lire ce que c'était. Et là, des personnes essayent de dire que voilà, la tradition fait que la langue ne peut pas être changée. Mais non, il y a certains aspects qui peuvent être changés et il y a d'autres qui ne devraient pas être changés. Mais la langue, au final, est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il y a de plus important pour nous ? Est-ce que c'est ça qui fait que on se dispute avec des gens, avec notre famille, qu'on s'énerve ? Non. C'est des choses futiles. Et il n'y a pas besoin d'opposer ça, de savoir si oui ou non c'est juste, c'est pas grave. Tant qu'on se comprend entre personnes, tant qu'on arrive à vaincre le silence, c'est cela qui est important. J'ai cru comprendre dans votre discours que vous vouliez faire table rase du passé, que vous ne croyez pas à la modernité, donc finalement, vous ne croyez pas non plus vraiment à un certain futur. On sait aujourd'hui que la seule chose qui nourrit les intelligences artificielles, c'est le passé, parce qu'elles ne peuvent se nourrir que de ça. Et on sait aujourd'hui qu'une grande partie des problèmes du monde dérivent du fait que les gens ne se cultivent plus, qu'ils ignorent l'histoire, qu'ils ignorent le passé, et qu'ils en répètent toujours les erreurs sans en répéter la beauté. Alors pourquoi voulez-vous faire table rase du passé ? Table rase est peut-être un mot un peu fort, car faire table rase du passé, ce serait aussi faire table rase de nos souvenirs. Nous sommes déjà en quelque sorte passé et nous sommes potentialité. Non, il faut voir le passé avec un regard critique. Bien sûr, il y a la tradition, mais cette tradition ne coule pas de source. Il ne faut pas gober des phrases que l'on nous présente et simplement être pour ou simplement être contre. Non, il faut y réfléchir. Et il y a des gens, des nains un peu plus grands que nous,
qui y ont réfléchi plutôt. Et bien sûr, il faut s'appuyer sur eux pour bien sûr ne pas réinventer la roue à chaque fois. Puisqu'il s'agit de parler de lui, James se décrit comme juriste le jour et musicien la nuit, ou l'inverse, il ne sait plus. En tout cas, le diagnostic est là, il ne dort pas assez. Mesdames et messieurs, James Richard. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, Monsieur le Président, chers amoureux du Verbe, Monsieur le Président, il faut qu'on parle. L'année dernière, vous étiez à ma place. Vous nous disiez, aujourd'hui, j'admets être un lâche. Lors d'une plaidoirie pourtant teintée d'un courage exceptionnel, lors d'une plaidoirie qui aurait dû vous faire remporter cette compétition haut la main, j'en suis convaincu, lors d'une plaidoirie, que dis-je, lors d'une occupation qui a fait de vous un aristocrate. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Vous ne les voyez pas, tous ces jeunes orateurs qui depuis ont rejoint le club genevois de débat dans le seul but de se mesurer à vous? Tout autour de vous, ils vous regardent en ce moment. Et moi, vous ne me voyez pas? Je me suis porté candidat dans le seul but de vous affronter. J'ai marché sur les cadavres de mes frères vaudois pour vous retrouver en finale. Regardez-moi! Je suis votre ennemi. Et parce que vous êtes un lâche, mes efforts sont vains. Parce que vous êtes un lâche et que vous avez préféré ce soir garder le silence, me battre pour la première place n'a plus aucun intérêt. Mais bon, je suis là. Alors allons-y. Mesdames et messieurs, je dois vous parler ce soir de la nécessité commerciale de plaire. Je dois vous parler ce soir de la nécessité, oui, c'est ça, de la nécessité commerciale de plaire. Pourquoi je regarde mon texte? De la nécessité commerciale de plaire et du plaisir aristocratique de déplaire. En d'autres termes, je dois vous parler de mon activité favorite et des commerçants. Bon, alors si vous me le permettez, je vais traiter la question des commerçants en quelques mots. Je les ai longtemps observés. Je suis à l'université de Lausanne et sachez qu'à Lausanne, lorsque l'on fait des études de droit, l'on doit partager ses salles de cours avec les étudiants en hautes études commerciales. Et lorsque j'ai tenté de qualifier les commerçants, une chose m'est apparue. Ils ne sont pas véritablement des citoyens. Entendons-nous bien. Dans les sociétés humaines, tous les citoyens œuvrent à développer un équilibre naturel avec leurs congénères. Les commerçants, eux, sont différents. Ils s'installent dans la cité, ils y pénètrent le marché, la formule est immonde. Ils y développent leur affaire encore et encore, faisant miroiter des rapports privilégiés à chacun de leurs co-contractants, les appelant « mon ami », jusqu'à avoir sucé la dernière goutte de leur patrimoine. Et dès lors, leur seul espoir de survivre est de s'étendre jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes qui ont adopté cette méthode. Les parasites. Les commerçants sont une maladie contagieuse, des nécessiteux qui ont choisi leur propre sort, qui seraient capables de tout vous vendre jusqu'à eux-mêmes. Devenir l'ami de ces gens-là, jamais. Mesdames et messieurs, les mots qui se répètent se lassent de leur sens. Et parce que j'ai eu le malheur de fréquenter des commerçants, je crains d'appeler qui que ce soit mon ami. Mon verbe souffre. J'ai peur à ce point que quand quelqu'un me dit « tu es mon ami », je me méfie encore. Tout d'abord parce que, moi je le sais, vous devriez l'avoir compris à ce stade de ma prise de parole, je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Et ensuite, j'ai terriblement peur parce que
J'ai fréquenté tant de commerçants que je soupçonne celui qui dit vouloir être mon ami de vouloir par là même me délester du peu que je possède. Un ami. Il y a dans cette salle quelques prétendants à ce titre, dont certains ont traversé la moitié du pays pour venir me soutenir. Mais à quoi bon parler de ces gens-là quand se cache dans le public mon adversaire, quand j'ai des jurés à qui m'adresser, quand j'ai des concurrents? Non, parler de ces gens-là n'a aucun intérêt. Bien, maintenant que je n'ai plus aucun ami dans cette salle, permettez-moi d'en appeler non pas à votre tolérance, il y a des maisons pour cela, non pas à votre bienveillance, mais à votre bon sens. Mesdames et messieurs, l'aristocratie, nous avons un problème de définition. Si vous avez dans votre entourage quelques personnes nées après 1789, je répète, 1789, je renvoie les jeunes voix à leur dictionnaire, demandez-leur ce qu'est un aristocrate. Elles vous répondront sans doute qu'il s'agit des représentants de la noblesse. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu le malheur de lire dans le Larousse. Je vous lis, aristocrate, membre de l'aristocratie, la classe des nobles. Synonyme, un seul. Noble. Contraire, bourgeois, prolétaire, roturier, c'est vexant, j'arrête. Cette définition enténébrée relève d'une lutte des classes toute moderne. Mais j'ai chargé mon préopinant de vous entretenir de la modernité. Quant à moi, je ne ferai que rappeler aux hellénistes, que vous êtes assurément, que l'on retrouve dans aristocratie kratos, le pouvoir, et aristoi, les meilleurs. Les aristocrates ne sont rien d'autre que les meilleurs. Ils sont les plus aptes à diriger la cité. Et mon postulat est que l'aristocrate ne doit pas se confondre avec les parvenus que sont les nobles, mais si on devait les confondre avec d'autres, ce serait avec un qualificatif merveilleux, né de l'affaire Dreyfus, j'ai nommé les intellectuels. Les intellectuels connaissent la prudence, ils connaissent l'affrontement des idées. Ils savent que la haine n'est qu'un hommage déguisé, Monsieur le Président. Ils savent qu'il est nécessaire d'avoir un ennemi pour réfléchir véritablement et que le consensus est une pathologie. À propos du consensus, permettez-moi quelques paroles que je dois à mon maître en toutes choses. J'aurais adoré avoir un bel ouvrage relié à ouvrir sur cette chaire, comme dans un beau cours d'histoire, et vous lire un passage. Je ne le peux pas parce que mon maître en toutes choses n'a rien écrit. Il n'a rien écrit, mais dans ma tête, c'est sa voix qui résonne encore. Il n'y a aucune raison que nous pensions la même chose. Nous avons d'autres bibliothèques, d'autres histoires, d'autres physiologies. Nous sommes totalement autres, totalement uniques. Au nom de quoi devrions-nous être d'accord? Mesdames et messieurs, un dernier mot. Écoutez-moi une dernière fois. Être d'accord avec l'autre est suspect. Être d'accord, déjà avec soi-même, c'est ce que l'on appelle la certitude, est le signe d'une intelligence qui faiblit car elle ne permet plus le doute. L'ennemi, alors qu'il s'en prend à vos certitudes, en appelle à votre intelligence. Il est précieux. Alors de grâce, vous qui songez à l'art oratoire, travaillez, devenez des aristocrates, montez sur cette scène et faites-moi taire! Bravo. Jouons sur les mots. Bon sens, intelligence, intelligence, bon sens. Quelle est la différence entre les deux? Je dirais que, je suis juriste, alors peut-être que je vais vous infliger quelques déformations professionnelles. On nous dit souvent en droit qu'il y a un sentiment de justice, un sentiment d'injustice, que certains raisonnements peuvent heurter notre sentiment du juste. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'est, mais il semblerait que ce soit à peu près objectif. Je ne sais pas. Le bon sens, ça se rapproche peut-être de cela. Le bon sens, c'est quelque chose que nous avons au fond de nous, qui est une intelligence primaire que l'on pourrait appeler la métisse, la ruse.
celui qui observe, qui a une intelligence au moins pratique et qui sait arriver à ses fins. Après, l'intelligence, celle des aristocrates, c'est bien sûr de partir de cela, mais aussi de lire beaucoup, parce que l'on retrouve dans l'intelligence interlegere. Il s'agit de relier des éléments. Et la différence entre le bon sens et l'intelligence, c'est que l'intelligent, au sens strict, est celui qui, à cette métisse, met à pléthore d'éléments à relier entre eux. Cette intelligence-là est magnifique, elle fait les aristocrates. Je me lance à nouveau donc. Jeune homme, vous avez fait 2 références, l'une implicite et l'autre dissimulée. La première, c'est l'implicite, vous avez fait référence à votre maître en toutes choses. On aura deviné à qui vous faisiez référence, bien entendu. Pas du tout un avocat genevois qui s'appelle Marc Bonan, bien entendu. L'autre référence que vous avez faite, mais cette fois sans évoquer la source, et ma question viendra à ce propos. Quant aux qualités de l'aristocrate, est-ce que l'une des qualités de l'aristocrate ne serait pas d'être honnête vis-à-vis de son auditoire et de révéler les sources lorsqu'on n'est pas l'inventeur de l'idée énoncée? Et j'y viens, vous avez invoqué tout à l'heure que pour la tolérance, il y avait des maisons pour cela. Il s'agit d'une phrase de Claudel et non de vous. Que fait-on? Rendons à Claudel ce qui est à Claudel. Bon, rendons-lui. Ce n'est pas de moi. Je plaide coupable. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Merci. Merci beaucoup. Si je puis, et je profite de m'adresser à un pénaliste. Certes, c'est du plagiat. C'est pas beau. Ça, nous sommes d'accord. Devant la commission de discipline, qu'est celle-ci, je suis coupable, mais j'en appelle aux principes généraux de notre code pénal. J'en appelle non pas à l'erreur de droit, je sais que le plagiat est répréhensible, j'en appelle à l'erreur de fait. C'est-à-dire qu'il y a de cela dans la rhétorique. Alors, moi, je ne parle parce que j'ai fréquenté certains rhéteurs, il n'y a aucune expérience personnelle. Simplement, le rhéteur lit beaucoup. Pour ma part, j'ai beaucoup écouté. Vous l'aviez dit, Marc Bonan, qui n'a rien écrit. J'ai passé beaucoup de temps à écouter. Peut-être que Marc Bonan l'a dit, peut-être que quelqu'un d'autre l'a dit, mais j'ai entendu un jour, et ça, je me souviens de la source, je vous la donne, c'est Maître Le Borgne. Maître Le Borgne parlait de la rhétorique et il disait c'est avoir lu, beaucoup lu, oublié et à un moment se souvenir, sans forcément se souvenir de la source, sans forcément se souvenir du numéro de page. C'est précisément ce qui m'est arrivé quand j'ai rédigé ce discours. Je dois visiblement tout à Claudel, tout sur cette formule, je la dois à Claudel. Merci de me l'avoir rappelé. Je l'avais oublié. Diplômée en relations internationales et actuellement bachelor de droit, Cyrine a pour ambition d'atteindre les étoiles, car celle-ci se passionne pour le droit spatial et l'avenir de notre planète. Férue des débats et du système solaire, méfiez-vous de son argumentaire sans faille. Cyrine Asfour. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme, écrit Barbé d'Aurevilly. Il n'est pas question de mener une réflexion sur l'esthétique, mais sur notre condition humaine. D'attaquer l'art, de se perdre dans un discours sur les perceptions, mais bien de s'en prendre au fond, à nous, à la vulnérabilité à vif, à la chair ouverte.
la beauté est une, seule la laideur est multiple. Alors ce soir, ensemble, livrons-nous à une autopsie à cœur ouvert pour découvrir ce que la laideur a de multiple en nous. Dans notre société où un délire frénétique nous pousse à converger vers l'idéal, la beauté se vit par conformisme. Face à elle, la laideur est faite de tous ses particularismes. Face à une beauté éphémère, la laideur a cela de multiple qu'elle existe en tout temps et qu'elle accepte avec elle toutes les marques laissées par le passage du temps. La laideur, que vous inspire-t-elle? Le déplaisir, le mépris, les à faire peur, à faire pleurer, à faire fuir le diable. La laideur heurte et par son dégoût, la laideur est associée au maux, au mal, aux morts. Ce qui vous révulse dans la laideur est l'image qu'elle vous renvoie. Elle se fiche de la nécessité des belles apparences. Elle vous force à porter sur vous le fardeau de vos propres turpitudes, vous laissant ainsi à la merci du regard de l'autre. Le vilain vous agresse, mais c'est votre inconscient qui se sent vulnérable. Être laid, c'est avoir quelque chose au-delà de la beauté. C'est le laid qui marque, les esprits qui scandalisent. Gardons ce que la laideur n'est pas et acceptons de nous affranchir de toute la péjoration morbide que nous lui associons. Les canons de beauté monotone laissent ce soir place à une infinité de figures. Le laid, par conséquent, c'est vous, c'est moi. N'est-ce pas précisément la laideur qui nous ramène à la vie, au quotidien, à la profondeur, qui nous confronte à notre condition humaine? Dans vos épreuves où les yeux rouges et le teint gris, vous avez affronté la séparation, la trahison, le deuil, où le corps couvert de bleu, vous avez subi l'agression. N'étiez-vous pas laid? La laideur, c'est la vie, révélatrice d'une authenticité existentielle. La laideur heurte, mais la vie heurte. Et ce soir, c'est ta figure que je décide d'aborder. Toi, que je n'ai pas besoin de nommer. Si tu me vois ce soir, cela fera bien des années. Me reconnaîtras-tu? C'est en puisant les fonds de verre que la laideur t'a saisi, a épuisé tout ce qui t'avait fécondé, a inspiré mépris à tous ceux qui t'ont croisé. Je m'en souviens, c'est le whisky que tu préfères. La vie t'a froissé, pressions successives jusqu'à la déchirure. Je t'ai vu sombrer dans tes propres abîmes, je ne t'ai plus jamais retrouvé. Pourtant, la laideur aura exhibé tes failles. Elle t'aura forcé, au travers de ta nouvelle physionomie, à toute la vulnérabilité que tu n'auras jamais voulu endosser. Voilà le courage dont font preuve ceux de vos entourages qui se laissent prendre par la laideur jusqu'à la refaidir. Ils vous font don de la vérité. Ils vous montrent ce que la vie a fait d'eux et pourrait faire de vous. La vie n'est pas norme et conformisme. Au contraire, la vie vous pousse à trouver l'harmonie dans la disgrâce. Si la beauté n'est ainsi qu'une et que la laideur est multiple, alors celle-là écrase la beauté de toute sa supériorité. Quittons l'esprit pour venir au corps. La multiplicité de nos corps, de ses laideurs, de ses particularismes. Nous portons des difformités, des cicatrices, des traumatismes qui ont tant laidi. La chair a été frappée, l'éclat a été maculé. À votre grand-mère, qui aura été poussée sur son linceul blanc sans plus de cheveux, ornée que de ses cicatrices, vous ne gardez pourtant d'elle que le sublime. À votre mère,
qui pense se faner dans la fleur de l'âge et perdre éclat sous les marques du temps. À votre sœur, qui pense parfois que toute la complexité de son corps ne peut se résumer qu'à 2 chiffres. À vos inconnus, à vos proches, soyons laids. C'est de ces stigmates aux 1000 traces que ressort le sublime. Nous sommes multiples, majorité écrasante, qui portons la suprématie de la laideur sur le beau. Le lait brise par son infini la beauté, qui n'est qu'une superficielle. L'harmonie qui donne à la beauté son unicité la fait également se perdre dans le monotone des proportions prévisibles. L'hétérogène qui ressort des particularismes, ainsi la laideur nous élève de ses nuances, de son imprévisible, pour laisser place à la diversité, à nos individualités. La disgrâce permet ainsi de se réaliser. Acceptons la suprématie de la laideur. Soyons laids. La laideur finit par dépeindre la réfutation et l'acceptation de la divergence. Alors, je vous invite à une analogie avec la pensée. Face à la pensée unique, la laideur s'allie aux mots pour donner raison au pouvoir de la pensée multiple. Donnons à nos esprits le courage d'accepter de se heurter et de se nourrir de nos particularismes. Quasimodo se tient désormais droite face à vous pour vous dire que la vie, dans tout ce qu'elle a de dramatique, puise son sublime dans ses stigmates aux 1000 traces. La cohérence est-elle laideur ou beauté? Ma question, comment avez-vous choisi votre tenue de soirée? Je pense, et vous devez sûrement le savoir, qu'en rhétorique, il est essentiel de considérer son public. Et que pour un sujet qui porte autant de péjorations que celui de la laideur, il est essentiel de faire la concession de la beauté pour vous amener ensuite, ensemble, à déconstruire et à accepter que la laideur n'est pas péjoration morbide. Merci pour votre discours. Vous nous avez expliqué en somme qu'il fallait aller chercher ce qu'il y a de beau dans la laideur. Et vous avez cité Quasimodo. On pourrait citer d'autres figures, comme celle de Cyrano, par exemple, qui est obnubilée par sa laideur. Est-ce que justement, cette laideur, celle de Quasimodo, celle de Cyrano ou celle d'autres figures, n'est-elle pas justement le reflet de la personnalité et donc, elle est une, là où justement la beauté est multiple? Si vous pensez que la personnalité est une, alors vous pensez que vous et moi ne sommes qu'un. Pourtant, je reste persuadée que face à ce sujet, vous n'auriez pas présenté les mêmes arguments, parce que dans ce que je vous ai présenté, c'est de mon histoire dont je vous parlais. Personnelle. Merci. Originaire des terres bordelaises, il est actuellement en master à HEC Lausanne. Oui, on a beaucoup d'étrangers ce soir, c'est très très bien, je suis très contente. Et affiche de multiples concours à son arc.
Dans son temps libre, il est auditeur financier. Donc cachez vos tableaux et vos montres, il est là pour vous. Mesdames et messieurs, Hugo Germain. Après de multiples discours, si je retiens une chose dans l'éloquence sans moteur peut-être, c'est la quête du sens. C'est au cours de ces quelques minutes, vous laissez quelque chose à manger ou à penser. Et lorsque j'ai lu ce sujet sur « il faut être absolument moderne », je le savais. Le moderne, lui, n'avait plus de sens, alors je pouvais me jeter dessus. Le problème, lorsque vous choisissez le sujet « il faut être absolument moderne », c'est que l'absolu, il y en a peu. Les superlatifs sont vos amis. Je ne connais que peu de choses en ce bas monde qui sont uniques. Alors concrètement, définissons les termes du sujet. L'absolu, nous l'avons dit, c'est une obligation. Il n'y a pas de choix derrière. Vous devez être moderne. Plus que ça, je vous le dis, ça va plus loin. Vous n'êtes que modernité. Mais le problème, il n'est pas sur l'absolu. Peut-être que l'ensemble de cet auditoire, de ce jury, des orateurs est d'accord sur cette définition. Mais qu'en est-il du moderne? Bien plus complexe, bien plus perplexe. Alors le moderne, personnellement, j'en choisirais une définition qui m'est chère. Parce que loin d'être le contemporain, il ne se limite pas à aujourd'hui, non, il va plus loin. Le moderne, lui, il rompt avec les valeurs passées. Et c'est bien là qu'est le problème du moderne, cette rupture. Parce que c'est peut-être là qu'il a perdu son sens. Ce que je vous propose donc, c'est de dater ce moderne. Le moderne, on l'associe souvent au progrès. Alors prenons l'après-guerre, là où lui a connu son plus grand essor. Maintenant, faisons le bilan. Le moderne, il peut se traduire au travers des divers courants, ce qui nous divertit, ce que l'on sait admirer. On l'a d'ores et déjà dit, mais niveau art, bien que je n'ai qu'une maigre sensibilité à ce dernier, le jour où on a essayé de me convaincre, avec cette fameuse banane scotchée sur le mur, et que l'on m'a dit que c'était de l'art, j'avoue que j'ai douté. Mais plus que ça, un jour, un homme a décidé d'enlever le scotch pour la manger, là où, en tant que bon juriste, j'ai vu le délit. Non, on m'a dit que c'était une démarche artistique. Alors je me détache du moderne. Mais qu'en dire de Rimbaud? Rimbaud, lui, qui nous a tous émoustillés avec ses textes empreints de son homosexualité. Sache-le, mon doux Arthur, aujourd'hui, l'apogée de l'érotisme moderne, c'est 50 nuances degrés. Et ça sonne quand même sacrément moins bien. Alors maintenant, je vous demanderai qu'on réfléchisse à cette société moderne. Le moderne, c'est le progrès. Et le progrès, pendant longtemps, il a eu du sens. Le progrès, pendant longtemps, ça a été notre moteur. Parce qu'il répondait à nos besoins, primaires, secondaires, tous. Il nous a amenés. Le problème, c'est qu'un jour, le progrès, il a changé. Il n'était plus fait pour répondre aux besoins, non. Il engendrait le besoin en fonction du portefeuille du client. Et là, vous voyez la rupture avec le passé. Là, vous voyez la rupture avec les valeurs. Parce qu'ici, vous ne cherchez plus rien. Vous ne cherchez pas le lendemain. Vous ne cherchez pas l'avenir meilleur. Vous ne cherchez qu'à avancer pour être plus, on ne sait quoi, mais plus qu'aujourd'hui. Ce moderne-là, il y en a des sociétés qui en sont le porte-étendard. Prenons un exemple, la Corée du Sud interconnectée, l'apogée du moderne et pourtant une population qui n'a jamais été aussi isolée. Je vous donnerai les deux effets. Le premier, une baisse significative du taux de natalité. Le second, une augmentation significative du taux de suicide. Alors je vous le demande, à quoi bon être absolument moderne si le moderne n'a même plus de lendemain? Et c'est là qu'on touche au but. Moi, lorsque j'ai potassé ce sujet, lorsque j'ai réfléchi, j'ai pensé au conflit. Et ça, c'est bien triste. C'est triste de penser au monde d'aujourd'hui et de penser aux batailles. C'est triste de se dire qu'encore ce matin, l'actualité m'a donné raison. Ça, c'est affligeant. Et il y a un homme qui s'est prononcé à ce sujet. Et Villepin disait, si vous voulez envisager la paix, si vous voulez essayer de commencer des discussions pour arriver à cette dernière, il faut d'abord arrêter de chercher qui a jeté la dernière pierre, de chercher qui est le fautif. Le problème, c'est que l'absolument moderne, s'il a rompu avec les valeurs du passé, s'il ne s'intéresse qu'à aujourd'hui et son passé récent, lui ne fait que regarder celui qui a jeté la dernière pierre et ne fait que chercher à jeter la prochaine. Alors quelle réponse? C'est bien de dire qu'il ne faut pas être absolument moderne, mais moi ce que j'aime, c'est qu'on pense ensemble.
C'est qu'ensemble, on essaye de se dire, ok, nous avons perdu cette unité, nous avons perdu cette cohérence, nous avons perdu cette envie du lendemain. Comment la retrouver? Et là, je vais aller du côté de Renan. Il avait parlé de la nation. Il avait dit que ces citoyens unis, comment est-ce qu'ils faisaient pour l'être? Ils partageaient un riche legs passé, une volonté de vivre des événements ensemble aujourd'hui, et surtout, de construire un avenir ensemble. Contrairement à l'absolument moderne, ici, on a conscience de l'avant et du demain. Alors finalement, c'est un petit peu mon exemple en Suisse. Quand je suis arrivé ici, j'ai tenté de m'intégrer. Alors j'ai adopté les us et coutumes. Je dis 70, 80, 90. Désolé, 80 pour les Genevois et les Français, même si ce sont des synonymes. Et surtout, pour le présent, j'ai envie de vibrer avec vous. J'ai envie de vivre cet Euro 2024 et de voir la Nati éliminée des phases de poule. Oui, ça me ferait plaisir. Et surtout, et ça, Dieu sait que c'est important, je rêve de cette nationalité pour enfin pouvoir me prononcer sur les référendums pour ajouter des bancs au bord du lac Léman. Oui, ça me ferait plaisir. Et finalement, c'est au travers de ces petites pensées simples que l'on retrouve une forme d'unité. C'est à ce moment-là que l'on redevient soudé, que l'on commence à réenvisager demain. Mais ce discours que je vous sers, ce n'est pas le mien. Ce discours que je vous sers, c'est celui d'un gamin idéaliste, qu'on a tous et toutes en nous. Ce gamin, c'était moi il y a 15 ans. Celui-là, lui, il pensait que l'humanité pouvait avancer, main dans la main, tous égaux, vers la paix, vers le lendemain. On l'espère tous, mais les bisounours, c'est terminé. Cet enfant-là, aujourd'hui, il n'aurait pas choisi ce sujet. Et si vous le remarquerez, au long de la soirée, tous les orateurs en ont évité un. Dieu n'a pas écrit la religion dans le feuillet des livres, mais dans le cœur des hommes. Peut-être qu'elle est là, la solution, à notre « il faut être absolument moderne ». Si ce sujet, on l'évite, c'est parce que le moderne stigmatise les croyances. Le moderne veut nous diviser là-dessus. Nous croyons tous, mais en des choses différentes. Alors pointons-nous du doigt. Mais nous l'avons dit, nous devons penser à des valeurs communes pour retrouver cette unité. Alors prenons tous ensemble, je vous le demande, un pas de recul. Et maintenant, nous pouvons voir que même si nos croyances diffèrent, nos croyances existent. Vous croyez peut-être dans la Torah, le Coran, la Bible, le destin, le hasard, la science, ou pour les plus hippies d'entre vous, l'astrologie. Mais je ne vous jugerai pas. Vous y trouvez des valeurs gravées dans votre cœur. Et en renouant avec ces dernières, en refusant le fait que le moderne se coupe de tout, nous retrouverons peut-être une forme d'unité, de volonté d'agir ensemble pour construire un moderne qui aurait un lendemain. Votre réflexion sur l'art contemporain me paraissait un peu courte et surtout un peu banale. Vous n'avez rien à dire sur la force d'un Pollock, sur la profondeur d'un Rothko, sur l'imagination d'une Marina Abramovic, sur ce qu'elle nous force à faire dans un musée passé entre deux corps nus, nous parler de la banane d'Andy Warhol et de ne dire que ça. Vous n'avez vraiment rien d'autre à dire sur l'art contemporain? Finalement, tout ce que j'ai à dire, c'est que je vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, en nous partageant votre connaissance de l'art, que je ne suis pas sûr que toute la salle partage, vous montrez en quoi le moderne nous divise. Parce que je l'ai dit, je n'ai pas cette sensibilité à l'art. L'art me stigmatise. Les gens qui maîtrisent l'art me disent « tu ne connais que ça de l'art ». Mais peut-être que nous pourrions trouver une unité et se dire « oui, je n'ai peut-être parlé que de cette banane, oui, je me suis ennuyé pendant 2 heures au MoMA, mais j'ai essayé ». Et peut-être qu'en reconnaissant le fait que j'essaie, nous retrouverons cette unité là où le moderne divise. Jeune homme, vous avez pris la perspective selon laquelle la phrase de Rimbaud était au premier degré. Or, comme l'a souligné de manière assez subtile, le premier candidat, c'est évidemment une antiphrase, c'est-à-dire en rhétorique, un procédé par lequel on s'exprime de manière ironique et l'on dit l'inverse de ce que l'on pense. Parce que l'on part de l'hypothèse que la connivence avec son lecteur est suffisante pour que le lecteur instruit, subtil, sensible, comprenne l'ironie.
Parce qu'évidemment que il faut absolument ne sont pas des termes d'un poète et qu'il se moque de cet avis-là et que lui-même est, comme l'a dit le premier candidat, est en dépit de cette modernité. Alors ma question est celle-ci, est-ce que l'ironie de Rimbaud est trop moderne pour vous? En effet, j'ai pendant longtemps potassé les différents sujets jusqu'à faire page blanche, jusqu'à hier matin, car aucun ne m'inspirait, pour être transparent avec vous. J'ai écouté, je me suis rendu sensible à l'art et la littérature, et j'ai vu que Rimbaud l'envisageait dans un autre sens. Après, peut-être que je suis trop au premier degré, excusez le frousse face à vous, mais en effet, j'ai préféré prendre le sujet au pied de la lettre, pas au ressenti de Rimbaud, mais dans l'état des mots. Parce qu'en réalité, je pense qu'il est là le fort de l'éloquence et de l'art oratoire, c'est de pouvoir les manipuler et d'utiliser le sens que l'on veut en retenir. Donc je n'ai pas choisi ce soir le sens artistique de Rimbaud et ce qu'il a voulu transmettre dans ses écrits, mais j'ai bien voulu saisir le sens des mots. Représentante de Genève, Vanda est amatrice de théâtre et a monté une troupe de jeunes comédiens dans laquelle elle joue des comédies musicales. L'art oratoire, elle l'a connu, et elle tenait à le dire, grâce à une histoire de cœur qui, elle, s'est mal terminée, mais on espère que ce concours se terminera très bien pour elle. Mesdames et messieurs, Vanda Alexiva. Frères, si je sors la haka, je sais qu'ils font tous caca. La crime. Mesdames et messieurs, voilà ce qui arrive lorsqu'on s'essaye à la modernité. Or, c'est exactement cette modernité que réclame Rimbaud. Il veut ici que nous nous conformons aux tendances actuelles, aux pensées de notre époque, aux avancées de notre temps. Mais le voulez-vous, cher public ? Adhérez-vous à toutes les nouvelles idées qui courent les rues de Genève, de Lausanne ou de Fribourg? Car c'est précisément cela qu'exige de nous Rimbaud dans cette phrase outrageusement impérative. Il nous conduit là à embrasser tout ce qui s'apparente à notre époque, tout en faisant fi du passé, car celui-ci serait dépassé. Mais voilà, d'emblée, il y a contradiction. Notre modernité n'implique pas le pauvre Rimbaud qui, depuis le passé, nous impose le présent, tout en nous imposant également de s'affranchir du passé. C'est pourquoi ma mission aujourd'hui est de remettre Rimbaud à sa place, non pas dans le passé, mais dans l'oubli. Désolé Arthur, tu restes quand même un bon poète. Chère Assemblée, premièrement, comme nous l'avons vu, Rimbaud nous condamne au présent, ce qui, croyez-moi, n'est pas très agréable. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Parce que le présent est évanescent, parce qu'il est vieillissant, obsolescent, impatient, il n'est jamais présent, parce qu'il fuit, il s'efface, il n'ose jamais regarder les choses en face, sauf lorsqu'elles l'interpellent, dans quel cas il laisse sa trace. Mais le présent n'est rien. Au fond, il est vain. Il n'est à peine qu'il appartient déjà au passé, emporté par le flux incessant du temps. Nietzsche disait « Féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. Le présent n'est donc que la simple transition entre le futur et l'accompli, ce qui le rend intangible, infinitésimal, fugace. C'est pourquoi vouloir vivre dans le présent, c'est appartenir déjà au passé. C'est s'assujettir sans cesse à périmer. Le voulez-vous, cher public? Périmer? Voilà pourquoi le présent n'est pas très enviable. Maintenant, revenons à notre citation. Cher public, regardez bien cet absolument qui trône en endroit très particulier dans la phrase, qui lui donne un sens bien particulier également. Car Rimbaud aurait pu écrire
il faut absolument être moderne, mais il ne l'a pas fait. Et c'est fort, très fort, car en faisant de la sorte, il change radicalement le sens de cet absolument. Absolument moderne signifie ici intégralement. Il faut être intégralement moderne. Et oui, mesdames et messieurs, vous devez par conséquent abandonner votre passé. Passé que Rimbaud semble d'ailleurs très peu apprécier. Je vais vous lire ces mots qu'il a écrits dans une lettre lorsqu'il parlait de la littérature qui l'a précédée. Donc je cite « Avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes ». Plus loin, tout en parlant de la littérature qui l'a précédée, il se moque de tous ceux qui s'éjouissent à renouveler ces antiquités. Alors, après avoir accusé le présent de fugacité, donc après avoir été à l'accusation, je vais passer à la défense, je vais protéger le passé que Rimbaud juge inutile et idiot. Pour soulever l'importance du passé, imaginons tous ensemble un monde où il n'y en a pas. Alors écoutez-moi. Quand je vous regarde, je vois un public très cultivé. En même temps, ce n'est pas n'importe qui vient voir un concours d'éloquence. Il y a certes parmi vous, mes amis et ma famille, ceux des autres candidats, mais il y a aussi des curieux qui viennent nous écouter pour le simple plaisir. La seule personne qui ne prend pas plaisir ici est mon frère, qui a été forcé à venir. Daniel, je te dois un pain au chocolat pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous ici, nous avons tous fait ou nous faisons des études universitaires. Nous sommes, en toute modestie, l'élite intellectuelle de la Suisse romande. Mais dans un monde où le passé n'existerait pas, personne n'enregistrerait les bonnes idées et personne ne chercherait à les transmettre. Il n'y aurait donc pas d'université et vous ne serez pas là. Pourtant, vous l'êtes. Alors, il y a bien des raisons de conserver ce passé. Et ce n'est pas pour rien que chaque génération cherche à transmettre à la génération suivante des savoirs. C'est par amour, finalement, qu'elles font cela. Par amour, pour nous éviter de souffrir d'erreurs, pour nous éviter de nous heurter à des obstacles, à des difficultés. Et cet amour, c'est l'amour de l'humanité, oui, parce que c'est profondément humain que de vouloir aider son prochain. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons toujours fait. C'est comme ça qu'on évolue. C'est grâce à cet amour. Alors, ne le rejetez pas. C'est idiot de ne pas en vouloir. Le passé, c'est vous. Le passé, c'est beau. Et il ne faut pas s'en passer. Il ne faut pas raser la table. En faire table rase. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve sans feuille, après avoir rasé la table. C'est ballot. Je reviens à la case départ, c'est-à-dire quand on a reçu les sujets et que je n'avais encore rien. J'ai jeté des heures de réflexion, et à quoi bon? C'est absurde. Un monde sans passé est absurde. Alors, Rimbaud, si je devais, malgré tout ce que j'ai dit, être un jour absolument moderne, la première chose que je ferais, c'est oublier toi et ton passé. Et ton passé et ta phrase. Merci. Merci pour votre discours. Vous semblez nous dire, si je vous suis bien, que la modernité, ce serait, d'une part, faire du passé table rase, et d'autre part, ce serait le culte du présent. Mais est-ce que le culte du présent, ça n'est pas plutôt la position du conservateur, plutôt que de l'homme moderne, celui qui précisément vit dans le présent et qui considère que les choses ne doivent pas changer? Et par là même, je vous poserai cette question, est-ce que toute modernité se construit nécessairement sur la destruction du passé, ou est-ce que précisément la force de la modernité qui s'appuie sur le progrès, c'est de comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans le passé, tout en faisant table rase
de toutes les iniquités qui peuvent subsister de la tradition. Alors, déjà, on avait dit 2 questions. Et ensuite, je vais revenir chronologiquement sur ce que vous avez dit. Tout d'abord, je crois m'être mal exprimée, ce qui est un comble, en fait, pour un orateur lors d'un concours oratoire, puisque ce que j'ai voulu dire en parlant du présent, c'est qu'il est vain de vouloir se concentrer sur le présent, donc sur la modernité, parce que le présent, il est infinitésimal. En fait, dès qu'il apparaît, il disparaît. Le présent, ce n'est rien, c'est tout de suite le passé. C'est pour ça que je conteste cette phrase. C'est parce que cette phrase nous incite à être dans le présent. Or, être dans le présent, ça ne sert à rien, vous êtes déjà passé. Ce que je souhaite peut-être amener en plus, c'est, au lieu de vouloir regarder le présent, regarder l'avenir, être visionnaire, car ce sont eux qui font la vraie modernité. Je ne me souviens plus vraiment des autres questions que vous m'avez posées. Vous nous avez dit à nouveau qu'il n'était pas très intéressant que l'on s'intéressât au présent ou que l'on fût dans le présent. Alors ma question est celle-ci, lorsque vous écoutez un morceau de musique, vous pensez à la piste qui précède ou à la sonnerie qui va suivre? Lorsque j'écoute la musique, j'écoute la musique. Je n'ai pas Spotify Premium, ce qui fait que je ne peux pas savoir la chanson qui suivrait. Donc, je ne peux ni penser à la chanson qui suit, ni à celle qui est passée, puisqu'elle est passée et que j'écoute la chanson que j'écoute. Et je dirais surtout que quand j'écoute la musique, je marche. Donc, au fond, je n'écoute pas la musique, je pense. Voilà. Passionnée par l'éloquence et la rhétorique, elle étudie le droit à l'université de Fribourg. Lorsque j'ai demandé aux participants de m'envoyer leur description, elle m'a envoyé une menace, parce qu'elle dit être venue jusqu'ici pour vous faire changer d'avis. Mesdames et messieurs, Ludine Serrandour. Chère assemblée, chers membres du jury, chers orateurs, bonsoir. Tout d'abord, laissez-moi vous conter cette histoire. Il était une fois une jolie jeune femme du nom de Cendrillon. Gentille et dévouée, elle est la beauté incarnée. Tandis que ses 2 belles sœurs, elles, sont méchantes et disgracieuses. On dit alors d'elles qu'elles sont laides. Or, je vous ferai remarquer que dans cette histoire, il n'y a qu'une beauté et 2 laideurs. Ainsi, la beauté est une, la laideur est multiple. Revenons d'abord sur nos notions. Qu'est-ce que le beau? Je dirais que le beau, c'est 4 lettres qui bousculent nos sens, 4 lettres qui emportent nos rêves, 4 lettres qui éveillent le fantasme, 4 lettres pour ne former plus qu'un, perfection. Kant nous dit alors, est beau ce qui plaît universellement sans concept. Cependant, je ne parlerai pas ici d'esthétique, puisqu'il vient du grec sensation ou science du sensible. De ce fait, il n'est en aucun cas le jumeau de beau. Non, être beau, c'est plutôt partir à la quête de l'idéal et de la séduction pour devenir le sosie d'Apollon. Et ça, les Grecs l'avaient bien compris. Ce n'est pas pour rien que toutes leurs statues sont les mêmes. Des corps musclés et élancés qui font rêver ceux qui l'ont tant fantasmé. Leur ressembler devient alors l'objectif d'une vie, pour espérer toucher du bout des doigts le sentiment jouissif d'être idolâtré. 1, 2, 4 ou 6, non, je ne vous parlerai pas de n'importe quel chiffre, mais bien du chiffre d'or. Cette divine proportion se trouve tout autour de nous, dans l'architecture, la musique, l'art, la nature, et même dans le corps des hommes. La beauté devient mathématique, géométrique. Elle est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, elle est la Vénus de Botticelli. En bref, le canon de beauté relève des proportions ultimes du corps parfait. Mais alors,
Que sont devenus tous ces laits que l'histoire a bafoués, oubliés et négligés? Eh bien, je vais faire une petite expérience. Si je vous demande maintenant d'imaginer une jolie femme ou un bel homme, eh bien, si je fais la somme de tous ces visages, nous y retrouverons les traits de la beauté universelle. Mais si maintenant je vous demande d'imaginer une personne laide, c'est là que les choses se corsent. Eh bien, parce que quand certains y verront un visage défiguré, d'autres y verront un corps loin d'être sublimé. Donc, on sait pertinemment à quoi ressemble le beau, mais sait-on vraiment à quoi ressemble le laid? Eh bien, c'est cette question qui va faire grandir en nous une curiosité mal placée d'en découvrir toutes les facettes. Car on ne saurait plus où donner de la tête quand apparaît devant nous l'ignoble. Mais le laid n'est pas seulement hideux. Il est aussi désagréable, abject, imprononçable, inregardable. Il happe l'attention, il hante l'esprit. Il ôte son masque pour nous montrer son vrai visage, aussi fascinant que répugnant. Le beau, lui, n'a qu'une seule et unique fonction, celle de la fascination. Mais qu'entendez-vous? Quelqu'un frappe à la porte, c'est la fatalité qui rentre sans y être conviée. Elle vous invite à sa table et sort son jeu de cartes. Rouge ou noir? Cœur ou carreau? Trèfle ou pique, nous voilà voués à finir dans une case que la société nous dicte. Être beau ou être laid? Il n'y aura pas de joker pour cette fois. La sélection naturelle a donc déjà fait son travail. Elle donne aux beaux plus de chances de réussite, mais ceux à y être admis ne sont que quelques élus. Nous autres laids sommes nombreux et nous formons une multiplicité de petites cases. Ceux au nez aquilin ou Camus, ceux au visage difforme ou non conforme, ceux aux yeux trop louches ou trop rapprochés, ceux qui l'ouvrent trop ou pas assez. Ainsi, nous portons en chacun de nous une forme de laideur, qu'elle soit physique ou morale. Et affirmer que l'être est beau, ce ne serait qu'insulter l'espèce humaine en nous réduisant à n'être qu'un. C'est pour cela que je refuse de croire que l'homme n'est pas multiple. Je refuse de croire que l'homme soit unique. Je refuse de croire que l'homme est monsieur tout le monde. Car je vois en chacun de vous quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche, en bref, quelque chose qui n'est pas parfait. Et oui, messieurs, dames, regardez dans le miroir pour y entrevoir le mal qui vous habite. Bon, alors, que vous soyez radin ou avare, colérique ou égocentrique, baratineur ou beau-parleur, ça peu importe. Mais une chose est sûre, vous n'avez pas qu'un seul défaut. Les scénaristes vont même s'en inspirer. En plus de créer des méchants au physique peu gracieux, leur personnalité donne à cauchemarder. Mais ici, on va quand même retenir un avantage. Eh bien, c'est qu'aucun méchant n'est pareil. On ne compare pas Maléfique à Dark Vador, comme on ne compare pas non plus Dracula à Cruella. Ce sont des personnages bien trop différents, bien trop éloignés. Ils ne se ressemblent pas, eh bien, pour la simple et unique raison qu'ils cachent en chacun d'eux un mal différent. Par exemple, Maléfique a la phobie des aiguilles. Dark Vador est clairement en manque d'une figure paternelle. La dentition de Dracula en ferait pâlir plus d'un. Et pour Cruella, eh bien, les associations de défense des animaux se chargeront d'elle. En revanche, les héros ou les princesses, eux, sont tous les mêmes. Une silhouette élégante, un visage attrayant, un courage sans faille, un altruisme inégalable, enfin, vous avez la chanson. Et le tour est joué, vous avez devant vous la beauté à son apogée pour atteindre la création de la perfection. Mais il serait aussi bien insensé que de penser qu'une fois cette beauté atteinte, elle dure toujours. Serge Gainsbourg nous dit alors « La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le temps. De ce fait, la beauté est unique en ce sens qu'elle ne dure qu'un temps, généralement autour des 20 ans, tandis que la laideur est multiple puisqu'elle traverse plusieurs temps, généralement pas ceux qu'on attend. Mignonne, allons voir si la rose, écoutez plutôt Ronsard et cueillez votre jeunesse tant qu'il en est encore possible. Et une fois ce temps révolu, eh bien, acceptez votre laideur.
Acceptez vos vices et vos formes disgracieuses. Et je vous préviens, rien ne sert de faire toutes sortes de chirurgie ou Photoshop. Ah non, là vous vous battez contre plus fort que vous, et à ce petit jeu-là, je vous le garantis, vous ne gagnerez pas. Et par pitié, arrêtons de dire aux autres « Tu es parfait comme tu es ». Eh bien non, non, tu n'es pas parfait, tu ne le seras pas, tu seras toujours moche et tu le resteras. Voilà ce qu'il faut dire. Alors pour finir, moi moche et méchante, je vais vous donner ce conseil. N'attendez pas les 12 coups de minuit pour affronter vos disparités, et si la pantoufle de verre ne rentre pas, c'est certainement que la bonne fée ne vous a pas gâté. En rhétorique, il existe ce qu'on appelle les pétitions de principe. Lorsqu'on part du principe qu'une chose est acquise sans avoir à le prouver. C'est un sophisme, un raisonnement trompeur. Vous nous dites, on sait maintenant ce qu'est le beau. Sous-entendu, je le définis. Mais vous nous dites aussi qu'être beau, c'est une quête de l'idéal. Ma question, peut-on atteindre l'idéal? Et donc, faut-il définir un instant T ce qu'est le beau, ou est-ce une définition mouvante en vue d'une quête, justement, de l'idéal? Eh bien, justement, le beau est effectivement une vision mouvante, parce que selon les époques, on n'attribue pas au même corps la même admiration. On n'aime pas les mêmes femmes à la Renaissance comme on les aime aujourd'hui. Mais s'il y a bien une chose, c'est que l'homme est incapable, en vérité, d'atteindre cette beauté, puisqu'il y aura toujours en lui une forme de laideur. Alors même si on est beau, eh bien on est peut-être très laid de l'intérieur, et inversement. Loin, évidemment, très très loin de moi l'idée ou la volonté de pinailler, mais vous nous avez dit la beauté est unique. Or, le sujet est la beauté est une. Et lorsque l'on a fréquenté un peu cet auteur, qui a notamment écrit un ouvrage sur le dandysme, ce qui comporte non seulement une forme d'élégance, il ne parle évidemment pas de l'esthétique ni des visages pendant des heures, mais il parle avant tout de l'habillement, mais surtout de l'attitude. Et donc la question n'est pas de savoir si la beauté est unique, mais si elle est une, c'est-à-dire qu'elle, par essence, forme un tout, le physique, l'habillement, l'attitude, les valeurs. Alors ma question est celle-ci, et c'est parce qu'on m'a demandé d'être désagréable que je vous la pose, et de vous passer à côté du sujet. Très bien, eh bien je vais essayer de détourer une question de votre affirmation. Mais pour moi, le sujet étant la beauté est une, oui certes, mais la beauté pour l'atteindre, comme je l'ai dit, est la perfection. Or pour la perfection, il faut être un. Il faut que le physique et le moral soient beaux. Or, pour cela, il faut bien avoir une entité une et unique. Je vais encore une fois vous demander d'applaudir nos 6 orateurs et oratrices. J'espère que vous n'avez pas le tournis avec ce qui se passe derrière moi. Mais je vais maintenant demander au jury de se retirer. Monsieur Thomas Connor, le président, va vous accompagner. Et je vous donne rendez-vous à exactement 20h35.
chères toutes, chers tous, nous tenons tout d'abord à féliciter chaleureusement le club de débat pour son organisation absolument remarquable, qu'il soit salué ici. Et surtout à féliciter chaleureusement tous ces candidats valeureux de par leur courage, mais aussi par leurs prestations. Bravo à tous. La tâche fut difficile, vous nous avez donné du fil à retordre, signes et manifestations de la qualité de vos prestations. Bravo, parce que ce n'est pas un exercice facile. À votre âge, Dieu sait si j'aurais été loin de pouvoir accomplir ce que vous avez fait ce soir. Si j'ai bien compris, ce n'est pas moi qui donnerai le palmarès, bien entendu. Simplement, je voulais peut-être vous parler quelques instants. Première règle, évidemment, de l'orateur, ne pas s'exprimer à propos du sujet qu'il ne maîtrise pas. Alors, je vais vous parler de modernité. Et donc, violer la règle. Non, très brièvement, pour vous dire en quelques mots à quel point nous trouvons salutaire que vous dédiez de votre temps pour travailler non pas à une modernité fugace et donc par conséquent inutile à court terme, question de bubble tea et autres affreusetés. On appréciera bien évidemment beaucoup plus la noblesse d'un espresso napolitain que l'une de ces monstruosités gorgées de lait et même de graines de citrouille vomies par les antres de Starbucks. Donc bien entendu, nous trouvons louable que vous dédiez de votre temps à la construction de votre savoir, de vos valeurs, car celles-là et ceux-là resteront et auront cette part d'immanence beaucoup plus importante que des phénomènes passagers. Et nous tenons à vous en féliciter et à vous encourager de continuer sur cette voie parce qu'elle est bien entamée, que ce soit du côté du club, des candidats, mais du public qui, par son intérêt, démontre une curiosité pour ces aspects empreints d'une forme d'éternité. Et donc nous avons été ravis d'assister et sommes admiratifs de cette soirée. Nous vous remercions. Alors, avec concertation des votes du public ainsi que ceux du jury, la deuxième place revient à James Richard pour Lausanne. Je dois m'exprimer à propos de ça? Ce soir, ce n'est que frustration. Non mais c'est terrible, je vais rentrer chez moi avec une colère, vous ne pouvez pas imaginer. D'abord, je ne peux pas affronter Monsieur le Président. Ensuite, parce que je vous rappelle le règlement, hein, moi on me l'a dit, je crois qu'on ne vous l'a pas rappelé à vous. Hein. Les deux premiers prix, les deux premières places ne peuvent pas se représenter au concours. Ça veut dire, je le ferai compendieusement, que vous avez devant vous un éternel perdant. Merci. Mais, Monsieur Richard, vous apprendrez que le concours roman d'éloquence est une succession d'étapes et que cette succession ne prend pas fin ce soir. Que vous soyez deuxième ou premier, il y aura toujours un futur et peut-être, qui sait, à des concours plus grands, organisés avec plus d'associations et avec vous comme public, si vous les soutenez. Peut-être le concours Eloquentia ou peut-être l'organisation d'un énorme concours qui pourrait prendre forme dans les prochaines années de la cité genevoise ou ailleurs. Et c'est en ayant des candidats comme vous, éternels insatisfaits mais très bons, que nous pouvons avoir l'arrogance de penser que nous aurons mieux. Et donc non, Monsieur Richard, vous n'êtes pas l'éternel perdant, vous êtes le vice-champion du concours roman d'éloquence et peut-être, qui sait, le futur champion d'un concours bien plus grand.
Et il vient le temps de couronner cette soirée avec le couronnement de l'orateur ou l'oratrice qui aura décidé, grâce à tous ses talents, de remporter la victoire en convainquant et le jury et le public. Et pour sa sincérité, pour sa maîtrise exceptionnelle de la voix et du thème, pour l'amour qu'elle a porté pour le sujet alors qu'elle le haïssait, pour avoir convaincu et le public et le jury, la première place du concours roman d'éloquence 2024, de la 6e édition du concours roman d'éloquence, revient à Cyrine Asfour. Alors, je vais essayer de finir sans pleurer, mais je ne vous le garantis pas. Ça commence très mal. Je tiens à remercier le Club Genevois de débat pour toute l'organisation de ce soir et pour tout l'investissement qu'ils mettent chaque jour à faire en sorte de rendre accessible la parole. C'est grâce à eux que je peux me tenir ce soir devant vous. Je tiens à remercier Maître Pierre Lucadeni et Maître Mitra Sorabi, qui n'aura pas pu être là ce soir, de nous avoir donné de si précieux conseils, de nous avoir corrigés et de nous avoir mis en confiance. Je remercie mes proches qui sont venus ce soir. Je vous remercie d'être là, d'être présents dans ma vie. Et je tiens à vous dire que tout ce que vous avez pu m'apporter a été essentiel. Vous m'avez ouvert à de nouveaux horizons. Vous avez cru en moi, et c'est ce qui aura fait la différence ce soir. Et enfin, je tiens à m'adresser à ma famille, à mon papa Moda, à ma maman Agnès qui n'a pas pu être là ce soir, que j'aime de tout mon amour, et enfin à ma sœur Agathe qui me regarde depuis le Sénégal. Tu me manques terriblement. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette cérémonie ce soir vous aura fait ressentir quelque chose, au moins, et surtout qu'elle vous aura fait croire en vous et à la possibilité que vous puissiez vous présenter aussi un jour devant un public pour porter ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Bravo à nos champions, à nos vice-champions, à nos candidats, à nos jurys et à vous ce soir qui êtes venus et qui vous êtes déplacés pour que le lien social prouve encore une fois qu'il n'est pas mort. Nous avons... Applaudissez si vous le voulez. Allez, encore une fois. Pour les 4, pour les 6, pour les 2, pour le petit qui est venu, qui est le frère d'Arnaud, comme quoi il prouve encore une fois que dès le plus jeune âge, on peut se rendre sur une prestation publique comme ça sur scène. Et j'espère que le petit frère d'Arnaud deviendra un des plus grands orateurs qui soit. C'est lui qui couronne la championne de ce soir parce que c'est lui notre futur. Et notre futur, je crois qu'il l'a aimé ce soir. Cette cérémonie a été faite par plusieurs associations. Elle a été organisée par le Club Genevois de débat, par le Cercle fribourgeois de débat et de rhétorique, par Elsa Fribourg, par Elsa Neuchâtel et prochainement Lysias Neuchâtel, on vous regarde, et le Cruel, le Club de rhétorique des étudiants de l'Université de Lausanne. Mais cette soirée n'aurait pas pu être possible sans nos valeureux sponsors qu'il se tient de remercier comme il se doit.
Je remercie donc la commune de Collonges-Bellerive, la commission de gestion des taxes fixes, la loterie romande et l'Alliance française. Merci à eux, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à nous.